Cher toi, si un jour tu lis cette lettre, tu sauras déjà certaines choses sur moi. Tu connaîtras mon nom, mon âge, la profession de mon père, le nom de ma meilleure amie et même le surnom de mon professeur d'histoire. Moi, j'ignore tout de toi. J'imagine que tu as de longs cheveux bruns, des yeux noisettes et, j'ignore pourquoi, un air rêveur. J'imagine que tu es souvent triste. J'imagine que tu as le même âge que moi, mais j'ignore si, à 17 ans, tu te sens très vieille ou très jeune. J'imagine que les battements de ton cœur s'accélèrent parfois, mais quand? Pour qui? J'imagine que tu te demandes comme moi qui tu seras dans 10 ans et que tu ne peux rien voir de précis. J'imagine que tu as des petits frères qui t'embêtent, mais que tu aimes bien quand même. Et tu as peut-être un grand frère que tu adores, comme moi. Tu vois, j'ai commencé à écrire ces pages juste après l'attentat qui a eu lieu près de chez moi. Aujourd'hui encore, j'entends le terrible boum, et pas une heure ne passe sans que je voie le visage souriant et les cheveux lisses de la jeune fille qui devait se marier. Tu sais sûrement que, lorsqu'il y a un attentat, tout le monde se demande comment les Palestiniens peuvent faire ça, tuer des innocents. Moi aussi, je me suis souvent posé la question. Et puis je me suis dit que ça ne rimait à rien de dire les Palestiniens. Que chez vous comme chez nous, il y a forcément des gros et des maigres, des riches et des pauvres, des bons et des cons. J'ai plein de peur et plein d'espoir en t'écrivant. Je n'ai jamais écrit de lettre à quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça fait bizarre. Je ne suis pas sûre de parvenir à te dire ce que j'ai envie de te dire. Tu déchireras peut-être cette lettre et les pages qui précèdent. Tu ne ressens peut-être que de la haine en entendant le nom d'Israël. Tu te moqueras peut-être de moi, ou peut-être n'existes-tu pas, tout simplement. Mais si cette lettre a la chance de te trouver, si tu as la patience de me lire jusqu'au bout, si tu penses comme moi que nous devons apprendre à nous connaître, pour 1000 bonnes raisons, à commencer par nos vies que nous voulons construire dans la paix parce que nous sommes jeunes, alors réponds-moi. Je n'arrive pas à t'en dire plus. Je ne sais pas si ce que je fais est bien ou mal, fou ou juste excentrique, utile ou inutile. Je vais mettre ces feuillets dans une bouteille, celle que nous avions bue le 13 septembre 1993. Papa et maman la gardaient en souvenir de ce grand événement, mais tant pis, je leur dirai que je l'ai cassée. Je donnerai la bouteille à Étienne. Je lui fais confiance. Il ne dira rien à personne. Et il fera ce que je lui demanderai. Il jettera la bouteille à la mer, chez toi, à Gaza. Bien sûr, si Ephrate savait tout ça, elle me dirait qu'une bouteille à la mer, ce n'est pas un moyen de communication dans un monde moderne, que je me fais des films. Et je lui répondrai que, justement, je veux faire du cinéma. Mais j'ai comme l'idée que, pour faire du cinéma, il faut d'abord bien connaître la réalité. Je ne sais pas si la poste fonctionne bien entre les territoires palestiniens et nous, s'il y a de la censure. Alors je te donne une adresse électronique que j'ai spécialement créée pour toi. C'est backbook@hotmail.com. Voilà, j'espère que tu me répondras. C'est un peu plat comme formule, mais c'est la vérité. J'espère vraiment. À toi, Tal. Tal, c'est l'héroïne du roman de Valérie Zenati, une bouteille dans la mer de Gaza. Pour être exact, c'est l'une des deux héroïnes, puisque c'est un roman qui se veut épistolaire. Donc il y a deux visions, deux visions de cette histoire qui se croisent et qui s'opposent par moments. C'est un roman
qui s'inscrit dans un contexte historico-sociopolitique que l'on retrouve à travers le conflit entre la Palestine et l'Israël en fait. Donc Tal, c'est une héroïne de ce roman, c'est une lycéenne de 17 ans qui est juive et qui vit à Jérusalem. Elle mène une vie plutôt normale jusqu'au jour où, en regardant la télévision, les informations, elle, elle a un déclic du monde qui l'entoure, puisque dans un des attentats qui fait partie de son quotidien, cette fois-ci, il y a une jeune fille qui est morte. Elle avait 3 ans de plus qu'elle et elle était sur le point de se marier. Et tout d'un coup, tout s'arrête en fait. Donc, Tal est obnubilé par cet, par cet incident, par cet attentat en tout cas. Et elle se rend compte que elle n'arrive plus à vivre normalement, ou en tout cas comme elle le faisait auparavant. C'est vraiment quelque chose qui la chamboule. Elle dit qu'elle ne peut pas voir, elle ne peut pas ne pas voir le visage de cette fille tous les jours dans sa tête, en fait, dans son esprit. Ça la remue énormément de savoir que elle était censée se marier et 3 heures plus tard, elle se retrouve dans un cercueil et son, son mari, enfin son fiancé, tente de lui passer une alliance autour du doigt, mais que le rabbin lui dit que la religion ne permet pas de se marier avec quelqu'un qui est mort. Donc tout ça, c'est absurde pour elle en fait. Cette personne, elle est jeune et elle s'identifie à elle parce qu'elle-même est jeune. Donc cette victime est jeune, sa famille est touchée par ce drame, son fiancé est touché par ce drame parce que cet amour ne peut être concrétisé par le mariage. Et puis il y a cette question de religion qui est absurde, hein, de deux religions qui s'affrontent entre les juifs et les musulmans. Et donc elle se pose des questions en fait sur sa vie. Toute sa vie est remise en question, son identité est remise en question, son avenir est remis en question. Jusque-là, elle hésitait à devenir cinéaste ou pédiatre. Puis en fait, elle ne sait pas si dans 10 ans, elle sera capable de vivre encore. Et toute cette violence la désole. Donc elle, ce qu'elle aspire, c'est à vivre dans un monde de paix. Et donc, toute cette confusion, elle a quand même de la lucidité, puisque au lieu de nourrir des sentiments de colère et de haine envers les Palestiniens dans leur globalité, elle prend conscience qu'il y a des individus derrière et que ces individus-là, ils doivent connaître la même souffrance en fait. Donc elle va se tourner vers eux en fait. Elle va avoir cette idée de correspondre avec une Palestinienne. Elle va essayer de se rapprocher à travers cette correspondance, à travers un dialogue, un échange de ceux dont elle pourrait avoir peur, pour qui elle pourrait avoir de la méfiance, de la colère, un désir de vengeance. Elle va faire un pas vers cette personne. Elle parle de jeter une bouteille à la mer. Ça ne va pas se passer comme ça, mais en fait, c'est très symbolique parce que originellement, jeter une bouteille à la mer,
Ça veut dire tout simplement euh, faire un appel au secours. Et donc, ça montre véritablement à quel point ça la touche intérieurement. Elle a besoin de réponse, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui va se passer, comme elle l'annonce dans sa lettre, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, on n'agit plus ainsi, mais il va y avoir une communication, un échange, un dialogue qui va se passer, mais pas à travers des lettres matérielles, mais à travers le numérique. Et c'est aussi un moyen de contourner la censure et d'éviter voilà, que des militaires puissent intercepter ces échanges-là. Donc, Tal, c'est une jeune fille qui est sensible, mais forte à la fois. Mais, à travers ses lettres, on ressent toute cette sensibilité, cette douceur, cette candeur, cette innocence, voire même cette naïveté de la jeune fille un peu fleur bleue, etc. Et ça ne va pas du tout se passer comme elle se l'était imaginé, puisque cette lettre ne va pas arriver entre les mains d'une jeune fille, mais dans celle d'un jeune homme. Et lui, en fait, il va être l'opposé de Tal. Il va être, donc ça va être un Palestinien, a priori musulman, qui va être beaucoup plus timide dans ses échanges. Et puis, de toute façon, en fait, ce n'est pas de la timidité, c'est il va se braquer. Il va répondre, il va entrer dans ce jeu et il va se laisser happer par cette correspondance qu'il ne voulait pas entretenir initialement. Mais quelque part au fond de lui, il avait besoin de répondre, il avait besoin de cet échange, c'est juste qu'il ne se l'admettait sans doute pas encore à ce moment-là. Donc pendant une grande partie de la correspondance, il va être très très fermé, il va dire très peu sur lui, il va en dire très peu sur lui, il va user d'un pseudonyme qui est Gazaman, donc il ne va pas révéler son identité tout de suite, il va se méfier. Il n'est pas naïf comme peut l'être Tal en fait. Il a le sens des réalités. Et du coup, il va se moquer de Tal, mais il y a en quelque sorte ce côté un peu protecteur. Il va être touché de la sensibilité de Tal. Il va donner l'impression qu'il s'en fiche, mais en réalité, c'est une carapace qu'il s'est forgée. Et il est très sarcastique. Donc, c'est ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'il y a des regards croisés sur un contexte historique. Donc, il va y avoir deux points de vue qui s'opposent. Et j'ai aimé que dans ces échanges, le style est très différent. Lorsqu'il varie entre Tal et Gazaman, en fait. On ressent vraiment toute la candeur de la jeune fille et on ressent bien le côté sarcastique du garçon. Il y a un langage très jeune puisque ce sont des adolescents et en fait, donc c'est très facile à lire, j'aime beaucoup. Et en même temps, on a l'impression que les lettres nous sont adressées directement. Bon, c'est le principe de tout échange épistolaire, en fait, de tout roman épistolaire, c'est qu'à travers la lettre, on a l'impression qu'elle nous est adressée directement. Mais, mais j'aime beaucoup ça, oui, parce que c'est une fiction, mais elle va être ponctuée de plein d'événements historiques qui vont nous faire réfléchir sur ça. Moi, je connais très peu ce conflit-là, mais je pense que l'écrivain a dû faire des recherches pour essayer de comprendre finalement
les ressentis, les émotions de chacun des camps qui s'opposent, qui s'affrontent. Donc, pour illustrer un petit peu mes propos, je vais essayer de retrouver d'autres extraits de ce livre qui sont intéressants, qu'il est intéressant de confronter. Donc celui qui se fait appeler Gazaman, il réfléchit, il est tourmenté également. Et finalement, les préoccupations et les questionnements que se pose Tal, et qu'elle choisit de verbaliser assez rapidement, elle a besoin de parler, Tal, en fait. Mais elle sait très bien qu'elle ne peut pas parler de ça à sa famille, à ses amis ou à son petit ami, puisque il risque de se dire qu'elle est folle parce qu'elle pense à la mort, etc. Et donc c'est plus facile de parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et donc du coup, Gazaman, lui, c'est un Palestinien aussi qui est tourmenté, qui connaît les attentats terroristes et qui aimerait un monde meilleur, mais qui est, contrairement à Tal, qui a beaucoup d'espoir, lui, il est désillusionné. Et donc, il dit 1 million et demi de Palestiniens qui rêvent d'une Palestine, 1,5 million de Palestiniens qui rêvent d'une vie normale. Quand ils ne rêvent pas de butin un Israélien au mieux, 10 parce que la haine et le désir de vengeance ne coûtent pas cher et se trouvent partout. Ce sont les seules denrées qu'on met en abondance ici, avec le désespoir. J'étais assis sur le sable, je regardais la mer. J'enviais les poissons qui n'ont pas besoin de laisser passer pour changer d'eau. Je pensais aux rêves qu'on avait faits en 1993, aux grands hôtels qu'on voulait construire. Mon père disait « Vous allez voir, tous les touristes vont venir chez nous, ce sera mieux que le Liban. On a la plus belle plage du monde. Ils passeront tous par ici. Nous sommes pile entre les pyramides d'Égypte et Jérusalem. Il n'y aura pas mieux que Gaza Beach. » Il s'imaginait déjà les filles en maillot de bain sur des chaises longues, une promenade plantée de palmiers et de bougainvilliers, des petits cafés où l'on aurait servi du lébène, du jus de caroube, du jus de figue de Barbarie et du thé à la menthe. J'aimais bien l'écouter au début. C'était une période où tout le monde était joyeux. Nous avions signé les accords d'Oslo avec les Israéliens. Yasser Arafat allait venir à Gaza. Les Israéliens allaient partir. Dans 5 ans, au plus tard, on aurait un pays. Non, nous n'étions pas joyeux, nous étions ivres, la tête nous tournait de toutes ces belles promesses de paix. Combien de fois ai-je entendu ce mot paix, jusqu'à l'étourdissement d'abord, puis jusqu'à la nausée, au vomissement. Et mon père aussi, à force de transformer Gaza en station balnéaire, dans sa tête, rien que dans sa tête, m'a mis dans un état d'indigestion permanente. Donc là, on voit ce que ressent en fait ce garçon-là. Il dit qu'il veut une vie normale et donc il dit bien que finalement toute cette souffrance engendre encore plus le désir de vengeance. Et ça engendre de la misère humaine en fait. Il est désabusé, il est désillusionné parce qu'on leur a parlé. On leur a parlé de paix pendant des années et ils y croyaient vraiment, ça les rendait fous de joie, ils croyaient vraiment que c'était possible de s'entendre avec les Israéliens et puis
Plusieurs années plus tard, lorsqu'ils entendent le mot de paix, ils sont dégoûtés sans doute par toutes les atrocités qui ont été commises, l'amertume, la rancœur, le désir de vengeance, mais aussi parce qu'ils n'y croient plus en fait, ils ont perdu l'espoir tout simplement. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ce livre-là, il reprenne des faits historiques, qu'on puisse par procuration vivre ce désenchantement-là avec les personnages. Tal, quant à elle, dans une de ses lettres, dans une de ses lettres numériques, elle raconte une soirée qu'elle a passée à Gazaman, pardon, et ce sera l'occasion, ça sera un prétexte pour pouvoir expliquer davantage les situations, ce conflit entre Israël et la Palestine et les accords d'Oslo. Nous sommes le 4 novembre. Cela fait exactement 8 ans que notre Premier ministre, Yitzhak Rabin, a été assassiné. Hier soir, sur la place qui porte désormais son nom à Tel Aviv, il y avait un grand rassemblement comme chaque année. Et comme chaque année, nous y sommes allés, mon père, ma mère et moi. C'est un pèlerinage qu'on ne peut pas manquer, dit mon père. C'est la preuve de notre fidélité à la vision de paix qu'il avait. Le concert et les discours étaient tristes et beaux. Et il y a eu 1 minute de silence à l'heure exacte où Rabin a été assassiné. J'avais des frissons. J'ai revu ce fameux soir où le ciel s'est abattu sur nos têtes, où la terre s'est dérobée sous nos pieds, où nous nous sommes tous sentis orphelins et perdus. J'avais 9 ans. C'était 2 ans après les accords d'Oslo, après le jour où j'avais vu mes parents pleurer de joie. Entre-temps, tu t'en souviens peut-être, il y avait eu les premiers attentats suicides. Aujourd'hui, plus personne ne s'étonne que quelqu'un tue en se donnant lui-même la mort, mais à l'époque, tout le monde se posait la question: comment est-ce possible? Comment un homme peut-il sentir son cœur battre, respirer, avoir chaud ou froid, voir la lumière du jour, sentir qu'il est vivant et actionner un mécanisme qui va faire exploser son corps? N'a-t-il pas peur? Et puis comment peut-il regarder les gens autour de lui, des hommes, des femmes, des enfants, des gens vivants comme lui encore, des gens en bonne santé, qui pensent à leur petite vie quotidienne, à leurs soucis, à leurs amours, à leurs enfants? N'a-t-il pas pitié? Choisit-il ses victimes? Des gens beaux plutôt que laids, des jeunes plutôt que des vieux? Ce sont des questions terribles que je me pose encore, Gazaman, même si 10 ans après le premier attentat suicide, on a décrété que c'était comme ça, que c'était la haine et puis voilà. Je reviens au 4 novembre 1995. La gauche et les mouvements pour la paix avaient choisi de faire un grand rassemblement pour soutenir Yitzhak Rabin, pour lui dire que, même si une partie des Israéliens était contre lui et le traité de traître parce qu'il négociait avec les Palestiniens, il y avait une autre partie du pays qui le soutenait, qui voulait une solution, qui souhaitait la paix avec 2 États, Israël et la Palestine. Mes parents n'ont jamais raté une manifestation pour la paix. Ils sont même allés manifester le jour de ma naissance pour qu'Israël sorte du Liban, sur cette même place à Tel Aviv. Voilà. Donc, alors je continue plus loin. Donc, elle explique que c'était une soirée très gaie, que même Rabin chantait, que c'était drôle parce que le Premier ministre chantait faux, qu'ils sont allés au café avec des amis de ses parents, qu'il y avait beaucoup d'enfants
qui chantait et qui riait, donc Tal avait le souvenir qu'elle pensait que ça serait bien s'il pouvait y avoir des manifestations comme ça pendant une semaine. Et puis soudain, le patron du café a augmenté le son de la radio. Ça arrive souvent ici dès qu'il se passe quelque chose de grave. En quelques secondes, tout le monde s'est tu, à part un bébé qui pleurait. Un flash spécial. Un homme a tiré ce soir sur le Premier ministre Yitzhak Rabin, quelques minutes après qu'il est descendu de l'estrade où il avait chanté, avec des dizaines de milliers de personnes rassemblées à Tel Aviv, le chant pour la paix. Il est dans un état critique, à l'hôpital Ichilov. Nous retrouvons dans un instant notre envoyé spécial en direct de l'hôpital. Stupeur, silence, des visages abasourdis, la consternation. Puis les visages de tous les adultes se sont déformés, comme dans un film d'horreur. On aurait dit que leurs joues, leur front, leur menton devenaient liquides et ce liquide lui-même se noyait dans quelque chose d'invisible. Leurs yeux étaient des lacs effrayés. Ils se mordaient les doigts en gémissant. Ils ont crié, ils ont hurlé, ils ont éclaté en sanglots. Tous, mes parents aussi, qui se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Et les enfants, avec un temps de retard, se sont mis à sangloter aussi, sans trop comprendre. Tout s'était passé trop rapidement. Mais c'était bien assez effrayant de voir cette foule qui était si heureuse se transformer soudain en une plainte, un désespoir gigantesque. Il faut avoir vécu ça pour le comprendre, Gazaman. Il faut l'avoir vu et entendu. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, encore une fois, la manière dont c'est écrit. Euh, je pense que ce travail d'écriture est très intéressant parce que personnellement, je vis la scène en même temps. Et je sais que c'est quelque chose qui s'est réellement passé. L'histoire a été reconstituée, mais je le vis avec eux. Et moi, encore une fois, qui ne connais rien à ce conflit-là, ça me permet vraiment de ressentir de l'empathie. Il y a cette scène de joie, de liesse, et puis comme ça se transforme, ça bascule une fois de plus. Les vies basculent dans le désespoir. Et, euh, et donc, pour terminer, juste un dernier extrait. Voici le point de vue de Gazaman. Donc, je me trouve à peu près au milieu du roman, là où il va vraiment commencer à s'ouvrir à Tal, parce qu'il se rend compte qu'elle se soucie véritablement de lui. En effet, Tal a vu aux informations qu'il y avait eu un attentat en Palestine, et en fait, elle ne sait pas qui est ce fameux Gazaman, elle ne sait pas où il habite, elle ne sait pas s'il est en sécurité, s'il est blessé, s'il est mort. Et en fait, Gazaman va être très touché de se rendre compte à quel point elle tient à lui. Et ça va être la clé pour s'ouvrir et vraiment commencer à lui dire ce qu'il ressent. Moi, j'ai souvent ressenti de la colère. Je me disais, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont nés à Jaffa. Ils y étaient bien, ils y étaient tranquilles. Et puis les Juifs sont arrivés d'Europe et se sont installés. Pourquoi ici? Parce qu'ils y étaient il y a très longtemps, disait-il. C'était leur pays d'origine. Tu connais la suite de l'histoire, mais peut-être pas entièrement. Vous avez eu votre indépendance en 1948. Personne dans la région ne l'a accepté. On vous a fait la guerre. Ma famille a eu peur des combats et a quitté Jaffa. Les armées arabes promettaient de vous chasser très vite, promettaient que le retour serait rapide. C'est beau les promesses. Le retour n'a jamais eu lieu. Vous avez gagné la guerre et nous sommes restés coincés à Gaza sous le contrôle des Égyptiens. Depuis ce qui est un jour de joie pour vous, la fête de l'indépendance,
est un jour de deuil pour nous, la Nakba, la catastrophe. En 1967, il y a eu une autre guerre, la guerre des 6 jours. Vous avez encore gagné. Vous avez conquis les territoires où nous vivons et depuis nous rêvons chaque jour plus intensément à notre indépendance. Et certains à votre destruction, c'est vrai. Euh, donc, j'aime ce roman parce que ça, ça aussi en fait, entre la joie et le malheur, entre l'espoir et le désespoir, entre différentes choses. J'aime ce roman parce que je peux ressentir de l'empathie. Et ce que j'aime en fait, c'est que même en lisant jusqu'à la fin de ce roman, je n'ai pas réussi à savoir si l'autrice, elle prenait le parti de la Palestine ou de l'Israël. C'est... En fait, je pense, moi, qu'il y a un véritable... il y a un désir, en fait, de neutralité. Il y a juste le désir de montrer que il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Enfin, il n'y a que des gens qui souffrent ici. Et qu'il y a un désir de paix aussi. Ça, c'est tellement important et que ça passe par le dialogue, par l'écoute, par l'empathie, par l'espoir, par l'amitié, par la tolérance, par la compréhension, par la bienveillance. Ce sont de belles valeurs en fait que véhicule ce roman. Et j'ai bien aimé parce que on voit l'évolution des personnages, bien sûr. Euh, c'est surtout une histoire d'amitié, mais il y a une petite trame amoureuse quand même. Euh, mais donc il y a cette trame amoureuse qui se dessine, mais en fait, ça ne veut vraiment pas insister dessus. Bon, il y a des passages un petit peu romantiques, mais c'est pas ça le but premier de l'histoire. Bon, il y a une histoire d'amour entre guillemets impossible, quoique il faut voir avec le roman. Euh, mais cette histoire-là, c'est l'histoire de deux personnes, de deux âmes qui veulent se rejoindre en fait, si je peux résumer ça comme ça. Et c'est vraiment très très beau. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre-là qui est très beau, que je recommande vraiment, que j'ai lu en une semaine. Et en une semaine ou en 4 jours, je ne sais plus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture et puis à bientôt.